Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce tout premier rendez-vous de l'impact. Bonjour Baptiste. Rebonjour. Alors, juste quelques présentations. Je suis Nadège Esteban, la fondatrice des Alchimistes de la formation. Et moi, ce que je fais, ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs du bien-être, du développement personnel à créer le programme que leurs clients auront envie d'acheter, qui leur ressemble et surtout qui change des vies. Alors, aujourd'hui, et dans ces rendez-vous du live, on parle vraiment d'impact, le vrai, le profond, le durable. Aujourd'hui, on va aller voir le lien entre le kiff et l'impact. Alors, pourquoi le kiff? Un, parce que c'est un angle que j'adore. Deux, parce que je vois beaucoup de formateurs, de coachs, d'accompagnants qui se perdent aussi quelque part lorsqu'ils veulent créer leur programme, lorsqu'ils veulent développer leur programme, le vendre, etc., qui se perdent, qui alourdissent les choses, qui perdent leur kiff, qui se prennent au sérieux. Et moi, ma conviction, c'est qu'effectivement, l'impact, ça commence aussi par un formateur, un coach, un accompagnant qui kiffe, mais aussi des clients qui kiffent pendant le programme. Donc, pour cela, j'ai infiltré les entrepreneurs du kiff et je vous ai ramené Mr. Kiff himself, Baptiste Nourri. Bonjour Baptiste. Eh ben, rebonjour. Alors, par rapport à Baptiste, peut-être juste avant que tu te présentes, alors j'ai fait un peu d'espionnage industriel, Baptiste, chez les entrepreneurs du kiff. Est-ce que tu m'en veux? C'est de bon cœur, c'est de bon cœur. Je sais que c'est pour la bonne cause que l'espionnage a été fait. Alors maintenant, je te laisse quelques instants justement pour te présenter qui es-tu, ce que tu fais, pourquoi le kiff et surtout qu'est-ce que les entrepreneurs du kiff? Alors, je vais essayer de faire court et efficace. Du coup, je m'appelle Baptiste Nourri. Je travaille pour les entrepreneurs du kiff et ma mission, en gros, c'est de reconnecter les entrepreneurs au plaisir et partir de ce plaisir-là pour faire de l'argent, construire des offres, avoir des projets, etc. Pourquoi le kiff? Parce que j'ai grandi à Monaco, donc j'ai grandi dans l'argent. J'ai vu ce que ça fait d'être complètement pété d'argent, à ne plus savoir qu'en faire. Et j'ai vu que la majorité des gens qui avaient beaucoup d'argent étaient très malheureux, en fait, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se demander ce qu'ils aimaient faire, où est-ce qu'ils prenaient du plaisir, etc. Donc voilà, j'ai vu ce que ça fait, en fait, d'avoir l'argent mais pas le plaisir. Et j'ai vu ce que ça fait d'avoir le plaisir et moins d'argent, mais de l'argent quand même. Et je préfère clairement cette deuxième option. Euh, à côté de ça, du coup, j'ai créé les entrepreneurs du kiff, donc l'écosystème que tu as sagement espionné. Et le principe, du coup, c'est que c'est un écosystème communautaire dans lequel je vais rassembler des entrepreneurs qui ont envie de prendre cette voie-là, ce que j'appelle la voie du kiff, du coup. Donc, la voie de je vais faire de l'argent, mais à la condition que la manière d'y aller m'apporte du plaisir. Donc, maintenant, mes clients, moi, ce que je leur dis, tu le sais, Nadège, c'est partez de ce qui vous fait kiffer pour créer des choses. Ne partez pas de ce qui a l'air de marcher si ça vous fait pas kiffer, parce que ça crée des copies, en fait. Il y a des entrepreneurs, ils sont carrément interchangeables. Et je me dis que un entrepreneur qui est différenciable, reconnaissable par rapport à toute son industrie, comme tu le dis, qui est une évidence pour ses clients, c'est un entrepreneur qui est ancré dans sa singularité. Et s'il est ancré dans sa singularité, il va attirer les bonnes personnes pour lui. Il va attirer des clients qui vibrent avec ce que lui il a raconté, avec sa vérité. On ira peut-être un peu plus en profondeur là-dessus tout à l'heure. Et moi, je vais les aider à faire ça. En fait. J'aide mes clients à faire ça, à aller vers là où c'est naturel pour eux, à aller vers là où c'est facile. Et j'essaye de le faire non seulement en transmettant, en enseignant, etc., mais surtout en montrant par l'exemple et en faisant du coup plein d'offres, plein de projets, plein de trucs, un petit peu, voilà, là, ce qui me vient, début de novembre, m'a pris l'envie d'écrire un bouquin. On est le 20 novembre, j'ai un nouveau bouquin, voilà, c'est le 8e, juste parce qu'il m'a pris l'envie, en fait. Donc, je fais en sorte que les gens écoutent leurs désirs et à partir de leurs désirs, ils puissent construire des choses qui leur ressemblent. Et en fait, naturellement, ça marche. Juste, ça marche parce que as une espèce de, tu vibres une énergie qui vibre que comme ça, en fait, où tu dis tu es exactement à la bonne place, donc il se passe de la magie, il se passe des chocs à pic, quoi. Voilà. J'arrête parce que je commence à prendre beaucoup de temps là-dessus, mais voilà, la grande idée, c'est ça.
Merci Baptiste pour cette présentation. Du coup, pour ce live, un plan très simple. On va justement aller explorer la relation entre impact et kiff. Ensuite, on va aller voir ce qui freine cet impact et ce kiff. Et enfin, on va aller voir qu'est-ce qui peut être mis en place par les entrepreneurs pour justement ramener du kiff dans leur business, dans leur programme, auprès de leurs clients. Avant de commencer, donc là, je vais copier un petit peu ce que tu fais aussi dans les lives des entrepreneurs du kiff. On va faire un kiff check. Et du coup, c'est quoi ton kiff du jour et comment tu te sens au niveau kiff? Alors, mon kiff du jour, alors, ça fait 3 heures que je suis levé, donc j'ai pas encore eu. J'ai mangé un bol de céréales, je me suis régalé. Voilà, je peux partir sur ça. C'est à peu près tout. Je pense que c'est pas extrêmement passionnant pour le coup, mais bon, j'ai j'ai kiffé mes céréales du matin. Mais sinon, écoute, je suis content d'être là. Là, on a ce live-là, c'est stylé. Tout à l'heure, bah, il y a du coup le live du kiff chez les entrepreneurs du kiff, donc ça va être trop bien aussi. J'ai hâte de retrouver tout le monde. J'ai pas eu de coupure d'électricité. Ça, c'est un énorme plaisir parce que putain, c'est terrible. Mais voilà, ça, c'est encore autre chose. Mais sinon, non, franchement, je suis content d'être là et puis j'ai hâte de dérouler, quoi. Super. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui nous regardent en direct ou en différé, n'hésitez pas à rajouter quel est votre kiff du jour ou un emoji qui pourrait justement représenter votre niveau de kiff aujourd'hui. Alors, on va démarrer. Du coup, première question très simple, hein, sur le kiff. On parle souvent du coup d'impact, de transformation, de promesses de transformation. Tu sais ce que j'en pense. Mais finalement, pas tant que ça du kiff. Tu es un des rares justement à parler de kiff dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne ou dans le business tout court. Ce serait quoi pour toi un programme impactant qui kiffe? Je pense que le premier grand mot, c'est la personnalisation. Et ça, je le sors de l'industrie du jeu vidéo dans laquelle j'ai, je pense, pas mal de connaissances aussi. Je suis un grand joueur depuis tout petit. Et je vois aussi, avec mes yeux d'entrepreneur, comment l'industrie du JV fonctionne. Je pense que c'est une industrie qui est en avance sur celle du business en ligne et dont on reprend certains codes sans forcément faire gaffe. Et en fait, j'avais écouté l'interview d'un développeur de pas mal de gros jeux, notamment chez Ubisoft. Alors Ubisoft aujourd'hui, ils n'ont pas trop la cote clairement, mais je vais quand même me baser sur ce qu'il a dit, qui est très juste. Il disait en fait, le futur du jeu vidéo, et je ferai le lien du coup avec notre domaine, c'est l'accessibilité. Ce qui fait qu'un jeu vidéo a du succès, c'est d'abord que tout le monde puisse y jouer. Une personne à qui il manque une main parce qu'il a eu un accident, il peut y aller. Un aveugle, il peut jouer. Une personne qui entend pas bien les sons, il peut jouer sans problème de la même manière que quelqu'un qui entendrait très bien. Et en fait, ça, c'est transposable à la partie business pour nous. Donc, moi, ma promesse globale, je suis coach business, hein, si je prends les grandes étiquettes, je suis coach business. Moi, ce que je veux, c'est faire comprendre à mes clients, d'entrée de jeu, quand ils arrivent dans mes écosystèmes, c'est qu'ils vont avoir leur chemin à eux et ils vont pas avoir le même chemin que tout le monde. Et ça comprend plusieurs choses. La première, c'est la bonne nouvelle, c'est que tu vas avoir un parcours qui te ressemble. La mauvaise, c'est que tu vas devoir traverser des épreuves qui te ressemblent aussi. Tu vas devoir tailler dans la jungle et chacun a une jungle personnelle à traverser. Donc, moi, j'essaye de vous montrer un peu le chemin, de vous dire passe plutôt par là, passe plutôt par là, mais je ne vais pas vous dire tu es obligé de passer par cette solution. Je vais te dire voilà ce qui existe, en tout cas, voilà ce que je connais en termes de possibilités. À partir de là, tu prends le chemin qui te convient le mieux. Donc, c'est ça pour moi le plus important, c'est être au clair sur la personnalisation, sur l'accessibilité et sur le parcours global. À partir de où on commence à travailler ensemble et où est-ce que s'arrête notre travail ensemble. Et là où je pense que je me démarque avec les entrepreneurs du kiff, c'est tout bête, hein, c'est juste que je commence à travailler avec mes clients un peu plus tôt qu'un coach business classique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, toi, tu connais le parcours avec les différentes étapes. Euh, la plupart des coaching business, la première étape, c'est on va créer une offre, on va trouver un avatar client, on va préparer un lancement, etc. Moi, tu le sais, il y a 3 grosses étapes avant. Ça, pour moi, c'est que la 4e étape du parcours. La première étape, c'est apprendre à se connaître. Quel est mon rapport au plaisir, comment est-ce que je m'amuse, qu'est-ce que j'ai besoin de connaître sur moi, quel est mon fonctionnement interne, mon fonctionnement externe, mon fonctionnement social et relationnel, mon fonctionnement émotionnel.
Tout ça, c'est des choses en fait qui sont complètement niées par l'industrie. Mais c'est de la base en fait. Tu peux pas construire une baraque incroyable sur des fondations qui sont faites en bois pourri, tu vois, donc c'est pas possible. Donc on travaille sur ça. Après, on travaille sur les ombres aussi. Quelle est la partie pourrie de nous et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette partie pourrie de nous. Et on en a tous une, voire plusieurs. Et après, et ça c'est avec le gentil Safwan avec qui on avait fait un beau travail, c'est la partie singularité. Quelle est ta singularité? C'est quoi ton truc à toi? C'est quoi ta touche? C'est quoi ton langage? C'est quoi ton vocabulaire personnel? C'est quoi le canal je vais y arriver, le canal de transmission dans lequel tu te sens à l'aise? Est-ce que tu préfères écrire, écouter, parler, tourner une vidéo, enregistrer? C'est quoi le mot en fait qui t'apporte du plaisir quand tu crées? C'est quoi ton modèle de transmission préféré? Et pour moi, voilà, c'est ça en fait le truc, c'est commencer par l'humain. Et ensuite, quand l'humain il est chaud patate, là on peut commencer à tailler le diamant de l'entrepreneur à l'intérieur, mais pas avant pour moi. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de coach business, c'est qu'ils commencent par l'entrepreneur. Je ne vais pas citer de nom, mais bon, enfin globalement la majorité, hein, alors qu'il faut commencer pour moi par l'humain. Donc voilà. Donc un programme, je réponds à la question du coup en 2 mots, un programme qui est impactant, qui a une grosse force de frappe, c'est un programme qui prend l'humain en compte et qui le fait de A à Z, jusqu'à la partie, y compris à la partie strictement marketing, vente, etc. Voilà. Alors, ce que j'adore dans ce que tu dis et ce que tu fais, puisque du coup, je connais, c'est effectivement, pour avoir un programme impactant, c'est déjà un parcours, un chemin. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément ce que l'on retrouve aujourd'hui dans les programmes, qui sont plutôt des superpositions de blocs de contenu, parfois sans progression, sans fil rouge, sans avancée, sans destination. Alors que c'est ce que j'aime bien chez les entrepreneurs du kiff, c'est il y a un parcours, il y a un point d'entrée, il y a un point, effectivement, une destination qui est visée et le parcours, alors autre mot-clé que je trouve, moi c'est effectivement aussi ce que je prône, c'est la personnalisation. Effectivement, un chemin qui est personnalisé en fonction de chacun. Et troisième élément que tu as mis en avant, pour moi, un programme ne peut pas être transformationnel s'il n'y a pas une dimension identitaire. Et c'est vrai que bien souvent dans les programmes aujourd'hui, il manque cette dimension identitaire. Et toi, tu vas plus loin parce qu'effectivement, dans cette dimension identitaire, tu sépares le côté humain, voilà, qui je suis en tant que personne de manière globale, et ensuite l'identité en tant qu'entrepreneur, CEO ou leader, et on pourrait même rajouter l'identité aussi en tant que formateur, accompagnant, coach. Et c'est ça que je trouve qui est super intéressant dans ta réponse. Alors, on va aller plus loin. Qu'est-ce que le kiff change selon toi dans la manière de créer ou dans la manière de faciliter un programme? Alors, le kiff, pour moi, la première chose qui change quand tu prends du plaisir, c'est la signature énergétique de tout ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu lances une offre ou quand tu crées même juste écris un post, tu racontes la bonne pizza que tu as mangée au resto avec tes grands-parents ou j'en sais rien, tu as rencontré un nouveau client, hein, tu as pris du pied avec et tu as kiffé et puis tu veux le raconter. Peu importe le sujet, si c'est teinté d'une signature énergétique basée sur le kiff, euh, tous les gens qui recherchent du kiff, et c'est le cas pour énormément d'entrepreneurs aujourd'hui, vont se reconnaître. Ils vont dire ah putain, ça fait sens, il y a quelque chose qui match en fait avec ce que j'entends. Et donc, tu vas suivre la personne. Donc, moi, en fait, l'attractivité de mon business, je la dois à ça. Je la dois au fait que je prends du plaisir sincère dans ce que je fais. Quand je prends pas de plaisir et que je me force, ça se sent et ça se voit. Il n'y a pas de résultat, c'est lourd, il faut que je cours derrière les gens, etc. A contrario, quand tu es t'es branché sur la fréquence du kiff, on va dire, en fait, être branché sur la fréquence du kiff, c'est être branché sur ce qui est naturel pour toi. Si c'est naturel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort. Tu forces rien, en fait. Tu fais des choses de manière extrêmement fluide. Je reprends l'exemple du 8e livre que j'ai publié. De zéro, je l'ai écrit en 20 jours et là, il est dispo sur Amazon. Il y a plein de gens, ouah, c'est incroyable, 8 livres, même pas 30 ans. Moi, je ne suis pas impressionné par moi-même dans le sens, c'est pas un excès de confiance ou quoi que ce soit, c'est juste, j'ai pris du plaisir, donc j'ai pas senti le travail. Juste, à 2-3 moments, c'était un peu lourd, mais c'est seulement quand je forçais. Mais quand je forçais pas, en fait, tu peux créer des trucs incroyables en très peu de temps. Tu peux contracter le temps, littéralement, parce que tu prends du plaisir. Quand tu prends vraiment ton pied sur quelque chose, quel que soit le sujet,
tu perds la notion de temps. Et le fait de perdre la notion de temps, bah, tu crées beaucoup plus de trucs en beaucoup moins de temps. Et c'est ce qui fait que pour ma part, j'ai une capacité quantitative en termes de création. Je peux créer beaucoup de trucs. Après, par contre, j'accepte aussi qu'il y a le retour de manivelle. Je me repose, j'ai envie de glandouiller, et ça, je l'assume aussi. Et ça, c'est aussi un autre problème dans le marché, c'est que se reposer, glander, regarder Netflix, bouffer de la glace et rien branler pendant 6 semaines, c'est intolérable pour beaucoup trop d'entrepreneurs. Et moi, je suis le premier à encourager. Tu vois, si tu as envie de faire une pause, tu prends une pause. Enfin, tu es entrepreneur pour t'acheter le droit de prendre des pauses quand tu as envie. Et tu le fais pas. Et c'est trop stupide, je trouve. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette notion de s'écouter soi, de se faire plaisir et de le faire le plus souvent possible. Par rapport à ce que tu dis, il y a un mot en particulier, c'est signature énergétique. Je trouve que effectivement, c'est un élément essentiel lorsque l'on veut vraiment créer un impact à travers ces programmes ou ces accompagnements. Tu parles effectivement de la signature énergétique kiffante du formateur, coach, mentor, peu importe comment la personne se nomme, mais on peut aussi parler effectivement du kiff que l'on va créer chez nos clients qui participent à nos programmes et nos accompagnements. On le sait, dans les neurosciences de l'éducation, les émotions ont une part importante dans l'apprentissage, par extension dans la transformation. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors moi je viens du jeu, donc gamification, tout ça. Donc je fais un très court rappel sur ce que est la gamification. La gamification, c'est utiliser des leviers psychologiques du jeu pour créer des comportements voulus. Typiquement, sur mon site, tu vas sur mon site, tu vas trouver une petite pop-up, il y a une roue, je vais te demander ton mail, en échange tu peux jouer à la roue, gagner une récompense. Le comportement que je veux de ta part, c'est que tu me donnes ton email, en échange, je te donne du kiff. C'est ça la gamification. Et ça, en fait, tu peux l'implémenter de plein de manières différentes. Moi, c'est ce que j'ai fait du coup dans les entrepreneurs du kiff. Et pour ça, en fait, pour bien le faire, il faut te dire, OK, à quel joueur est-ce que j'ai affaire? Quelle est la typologie de joueur à qui j'ai affaire? Parce que tout le monde aime jouer, mais tout le monde n'aime pas jouer de la même manière. Alors, je fais rapidement, mais tu as les tueurs, eux, ils sont là pour la compétition, ce qu'on appelle les typologies de Bartle. Ils sont là pour la compète, ils sont là pour dominer, ils sont là pour être les meilleurs du marché. C'est du Anthony Bourbon, c'est du Alec Henry, c'est peut-être pas du Oussama Hamar, c'est du Margot Klein, par exemple. Voilà. Ensuite, tu as de l'accomplisseur. L'accomplisseur, c'est celui qui s'en fout d'être en compétition avec les autres, mais par contre, il est toujours dans le dépassement personnel. Donc là, tu vas jouer avec d'autres leviers pour le faire réagir. Tu as les socialisateurs, ça, c'est les pipelettes. C'est ceux qui aiment juste parler avec plein de gens, coopérer, créer des trucs avec des copains, faire des partenariats, de la co-création, etc. Et tu as les explorateurs. Et ça, moi, je récupère beaucoup de clients explorateurs. C'est des entrepreneurs, c'est les plus créatifs, c'est ceux qui veulent tester plein de trucs. Ils ont 50 000 idées, ils sont pas foutus d'en tenir une seule, mais ils ont plein d'idées et il faut apprendre à les canaliser pour travailler avec eux. Et moi, en fait, j'aborde pas mes clients comme des clients, je les aborde comme des joueurs. Et je me dis, OK, tel client, son profil, c'est plutôt explorateur. Je sais comment le motiver si je veux lui faire un truc. Je sais ce que je dois pas faire pour pas qu'il soit démotivé. Et je sais quel vocabulaire employer avec lui. Si en face de moi, j'ai un gros compétiteur, le compétiteur, du coup, je vais lui dire: «Ah, faut que tu me niques, le top 3 là, faut que tu ailles me chercher le top 1, on va aller chercher le haut du classement». Si tu es un explorateur, je vais dire: «Ah, tu as déjà testé cette hypothèse-là? Ça peut être super intéressant d'explorer, d'aller voyager un petit peu dans ce truc-là». Et en fait, juste avec le vocabulaire, je vais parler à l'enfant qui se cache dans l'entrepreneur. Et c'est ce qui fait que du coup, ce que je dis peut avoir de l'impact sur mes clients. Donc voilà pour ça. Et ensuite, au niveau du programme en soi, donc des entrepreneurs du kiff, la gamification, c'est de la gamification simple, je ne me suis pas pris le chou. Vous gagnez des récompenses, vous les débloquez en étant sociaux entre vous. Si vous discutez, vous gagnez des points. Il y a la partie cocher les cases, donc le complétionnisme. Un accomplisseur, il adore faire ça. Il y a un classement, donc le compétiteur, il adore aussi ça. Et il y a une partie sociale avec la communauté, donc les socialisateurs sont contents. Donc en fait, si tu as un écosystème qui a des dynamiques qui vont satisfaire tous les types de joueurs, donc tous les types de clients, tu peux pas te planter. Tous tes clients vont être contents parce qu'ils tous vont s'y retrouver à un endroit ou à un autre. Après, tu as un équilibre à prendre, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en vrai, si juste tu prends les gens comme des joueurs et que tu leur donnes les bons jeux,
C'est comme des gosses, hein. Tu donnes la play à 2 enfants, tu les entends plus pendant une journée, hein. Ils vont jouer. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de faire pareil avec les clients, quoi. Ce que je trouve vraiment super à nouveau dans ce que tu dis, c'est donc tu as parlé de typologie de joueurs. Et effectivement, pour moi, un programme impactant, c'est déjà connaître les clients qui rentrent dans le programme. C'est aussi, et ça rejoint ce que tu disais sur la personnalisation, parce qu'à partir de la typologie de joueurs, ça te permet de mieux accompagner finalement ton client, chacun de tes clients sur leur propre chemin de transformation, leur propre parcours de transformation. Et ça, je trouve que c'est super. Et dans le milieu plus classique de la formation, effectivement, quand on est Calliope ou autre, on passe par un positionnement, ce qui nous permet de récolter des informations sur nos clients pour ensuite pouvoir personnaliser le parcours. Donc là, c'est super. En plus, tu as en plus le levier de la gamification. Ce qui est intéressant par rapport à ce levier, c'est que justement, ça met les clients dans une posture beaucoup plus active dans leur programme, contrairement à dans la majorité des programmes, ce que l'on voit, c'est surtout des vidéos, des tonnes de vidéos, des tonnes de PDF, beaucoup de contenus qui viennent submerger le client et en plus qui le mettent dans une posture qui est très passive et du coup, ce qui n'est pas propice à sa transformation. Donc, super, merci pour ces informations. On va passer peut-être à ce qui va venir flinguer, entre guillemets, ce kiff. La première question, c'est quoi, selon toi, le plus gros anti-kiff dans le business? Vraiment celui qui flingue l'impact de l'entrepreneur et parfois même sans qu'il s'en rende compte. Faire des choses qui te ressemblent pas. Si tu commences à faire des trucs qui te ressemblent pas, c'est mort. Tu peux pas kiffer parce qu'en fait, c'est pas toi. Dès que tu commences à trop imiter un modèle qui est pas le tien, qui correspond pas à tes valeurs, qui correspond pas à ton fonctionnement interne, d'où l'utilité de travailler sur ça, qui correspond pas à ce qui t'apporte du plaisir, ça va marcher au début parce que ça va marcher mécaniquement, mais énergétiquement, ça va très vite être très très lourd à porter. Tu vas très vite te dire putain, mais en fait, je comprends pas. Pour le voisin, ça fonctionne et pour moi, ça fonctionne pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi. La réponse, elle est très simple. C'est juste que tu n'es pas dans ta vérité à toi. Tu n'es pas dans ton truc à toi. Tu n'es pas dans ta manière unique de vendre, si on peut appeler ça comme ça. Donc, en fait, pour moi, l'anti-kiff ultime, c'est juste que tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. Et malheureusement, ou heureusement, c'est une question de point de vue, quand tu arrives sur le marché du business en ligne, ou peut-être du business tout court d'ailleurs, la première chose que tu fais, c'est OK, j'ai pas de connaissances, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi un client? Comment on fait de l'argent? Comment on déclare notre entreprise, etc. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas chercher des modèles. Ces modèles, tu vas les modéliser. Tu vas croire que c'est la seule manière de réussir et tu vas perdre ton identité. Donc, ça, on le fait tous. Ça, c'est normal de commencer comme ça. Maintenant, là où il y a un travail à faire, c'est de te remettre en question et de te dire, OK, je récupère ma souveraineté, je re-questionne ce que j'ai pris pour vrai en démarrant et j'y apporte mon jugement personnel, ma touche personnelle. À force d'expérience, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, et où est-ce que j'ai envie d'aller. Typiquement, le fait de réussir, je peux commencer par ça, c'est très simple, c'est aujourd'hui, tu demandes à un entrepreneur comment tu considères qu'un entrepreneur réussit, 99% vont te parler de chiffre d'affaires. Ah, si tu fais 100 000 euros par mois, tu as réussi, hein. Tu fais 1 million par mois, franchement, tu as cartonné. Et je pense à un client en particulier, lui fait 2 millions par mois, il est dans une dépression sévère. Ça va pas du tout. Et en fait, le problème, c'est que on s'est trompé de KPI, on s'est trompé d'unité de mesure. Il y a plein d'entrepreneurs qui mesurent leur réussite avec les mauvais chiffres. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens de mesurer une réussite entrepreneuriale avec le chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que si ça coûte la santé du mec ou de la nana, si ça coûte le couple de l'entrepreneur, si ça coûte le rapport avec ses enfants, si ça coûte la condition physique même, ça peut être plein de choses. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Donc, la question, c'est déjà, si je redéfinissais la réussite avec mes propres termes, ce serait quoi? Moi, par exemple, ma réussite dans mes propres termes, c'est je fais entre 5 000 et 8 000 euros par mois, pas plus, parce qu'après, j'ai vraiment le sentiment de me faire violer par l'État et ça, j'ai pas très envie. Et à côté de ça, le travail et les sacrifices que ça demande de faire plus, j'ai pas envie de les faire.
Et c'est pas que je peux pas les faire, je pourrais, mais juste j'ai pas envie. C'est une question vraiment de désir. Et le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de confondre ce qu'on croit vouloir et ce qu'on veut vraiment. Ce qu'on croit vouloir, c'est être célèbre, c'est être une pointure de son domaine, c'est impacter des milliers de personnes. Je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu celle-là. C'est devenir leader de son marché. On ne citera personne. C'est voilà, créer le programme référence ou c'est, je ne sais pas, créer une nouvelle révolution dans l'entrepreneuriat francophone, anglophone, peu importe. Ça, c'est ce qu'on croit vouloir. Et en fait, quand tu commences à mesurer les sacrifices nécessaires pour ça, et que tu te re-questionnes et que tu es honnête avec toi, tu te dis, mais finalement, est-ce que j'ai envie de tout ça? Bah, pas forcément, pas forcément. Et en fait, moi, mon travail, c'est d'autoriser les entrepreneurs à vouloir autre chose. C'est de dire, bah, tu as le droit de t'en battre les couilles de tout ça. Tu as le droit d'avoir ton petit business modeste, tu te fais ton petit 5 000 par mois, tu as de quoi payer ton loyer, bien nourrir tes enfants, partir en voyage quand tu as envie, et dans mon cas, jouer à la play 5 heures par jour si ça te fait plaisir. Et c'est suffisant, en fait. C'est suffisant. Euh, Autre chose, c'est la définition de l'ambition. Mm. Ça, je me suis un peu emboucané avec quelques personnes sur le marché, sur le sujet de l'ambition. Moi, personnellement, je ne suis pas ambitieux. Je m'en fous je m'en fous d'impacter des milliers de personnes. J'ai envie de bien impacter les gens avec qui je travaille, pour qui je travaille, mais pas plus. J'ai pas de vision et je sais que dans 200 ans, le monde entier a oublié mon nom. Et je suis OK avec ça, tu vois, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie, on va tous se faire oublier. Donc, quand je vois des entrepreneurs qui montent sur leurs grands chevaux, oui, mais moi, je veux créer un truc millénaire, légendaire, inoubliable. Tu sais de qui je parle, voilà, ce genre de truc. Ça me fait marrer parce qu'en fait, dans, allez, ouais, 250 ans max, on t'a 100% oublié. Tu n'existes plus. C'est comme si tu n'avais jamais existé. Tes œuvres, elles vont peut-être durer 100 ans de plus. Si tu as écrit un bouquin, si tu as tourné un film, si tu as fait une musique, voilà, tu vas durer un peu plus. Question très simple, est-ce que tu connais une seule musique, un seul titre de musique connue de l'Antiquité? Impossible, parce que ça a disparu. Pourtant, à l'Antiquité, il y avait sûrement des Maria Carey de l'Antiquité, des Michael Jackson de l'Antiquité, ouais, des équivalents. Bah, c'est pareil, en fait. On va disparaître. Nous et notre travail, tout va disparaître. Donc, fais des trucs bien, fais des trucs beaux, fais des trucs qui te plaisent, mais n'en fais pas trop pour rien. C'est surtout ça le grand sujet. Je me suis un peu égaré, mais voilà, c'était pour aborder un peu ce sujet-là. Donc, je résume, hein, le plus grand anti-kiff, c'est effectivement faire quelque chose qui ne te ressemble pas et peut-être aller interroger justement c'est quoi ta définition de la réussite, quelle est ta relation avec la réussite et de même avec l'ambition. Toujours dans cette idée autour des freins au kiff, c'est ce que je peux observer, ce que je peux entendre, c'est que parfois, quand on est trop dans le kiff, certains ont peur de perdre ce côté pro, ce côté finalement sérieux qu'on pense devoir avoir pour, bah, voilà, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des fournisseurs, etc. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Bah, si tu crois ça, t'es coincé du cul et puis c'est tout, et puis il faut l'assumer. Enfin, à un moment donné, il faut être honnête. Euh, enfin, tu vois, les business qui sont très. J'ai rien contre ça, hein, mais les business qui sont très corporate, qui sont couleur bleu Facebook, et il n'y a pas un P de travers, tu vois, le truc il est parfait. Euh, je trouve ça horrible. Enfin, moi, ça me crispe. C'est comme les hôpitaux, tu vois. Un hôpital, c'est trop parfait. C'est trop tout blanc, c'est trop immaculé. Moi, j'ai besoin que ça soit un peu crade. J'ai besoin que ça soit un peu sale. J'ai besoin qu'il y ait de la personnalité. J'ai besoin que ça sente un peu la merde des fois. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose, tu vois. Donc, tu peux me répéter la question? La question, c'est entre justement les personnes qui ne s'autorisent pas à kiffer parce qu'ils ont peur que ce soit perçu comme pas professionnel ou pas sérieux. Ok. Alors, définissons ce que ça veut dire être professionnel. Mm. Être professionnel, selon moi, c'est être à l'écoute de l'humain. C'est se comporter en humain face à un autre humain qui a un besoin auquel on peut répondre. Être professionnel, c'est quand un prospect te dit, voilà, je ne sais pas si j'ai besoin de ton offre. Être professionnel, c'est dire, non, tu n'as pas besoin de mon offre. C'est l'écouter. Être professionnel, si au contraire tu peux l'aider, c'est dire, oui, j'ai une offre qui peut t'aider, mais viens, on se prend un café, on va boire un coup, on en discute tranquillement, on ne se prend pas la tête. Ça, pour moi, c'est être professionnel. Et c'est un peu comme ce qu'on a vu juste avant avec la réussite, c'est une question de définir ce que tu appelles être professionnel. Moi, si je vais dans un café et que le serveur, bon, au début, il me voit, mais que très rapidement,
il me tutoie, on rigole, on se fait des blagues et tout. Pour moi, c'est un excellent professionnel. Pour d'autres, pas du tout. Un patron du CAC 40 un peu coincé, beaucoup coincé, on va pas se mentir, il va dire: «Ah non, c'est pas du tout professionnel, il faut vous voyez, il faut être courtois, il faut pas bouger, un cil, il faut être parfait». Moi, je trouve pas. J'avais fait une fois avec mes parents un grand resto, gastronomique, basé sur la truffe et tout. C'était vraiment spécialisé sur la truffe et hem et on avait un serveur du coup qui était venu nous voir et ma grand-mère qui était là, elle disait: «Oui, on avait une pomme de» alors ça a du sens, hein, ce que je raconte, hein. On avait une pomme de terre avec une sauce à la truffe et ma grand-mère, elle disait: «Putain, mais la cuisson de la pomme de terre, elle est incroyable». Et je lui dis: «Bah, demande au serveur comment ils font, comme ça tu repars avec la connaissance». Et le mec, il s'est mis à tutoyer ma grand-mère et tout. «Ah bah, tu sais, voilà comment on a fait la cuisson, tu peux utiliser, du papier alu pour, tel machin» et cetera. Et ma grand-mère, je me rappelle qu'elle a dit: «Ouais, il est super pro, il connaît bien son travail» et cetera. Donc en fait, la définition de ma grand-mère, c'est connaître son travail. Ma définition, c'est être humain avec les humains. Et la définition de Sylvain, patron au CAC 40, c'est de vous voyez tout le monde. Chacun sa définition d'être pro. Maintenant, pour qui tu as envie d'être professionnel? Mmh. Auprès de qui, tu vois? Tu veux briller auprès de qui? Moi, je m'en fous, de paraître super professionnel, je suis en sweat toute la journée ou des fois je suis en pyjama, ça m'empêche pas de faire des lives, ça m'empêche pas d'avoir des clients, ça m'empêche pas de faire des deals haut de gamme, ça m'empêche pas d'avoir, voilà, de l'argent et cetera. Heu, Juste, je me prends pas la tête. Il y a des gens qui aiment pas ce que je fais parce que c'est trop, brouillon, c'est trop, crado, c'est trop ce que tu veux. Mais c'est moi. Donc si t'aimes pas, bah, c'est pas grave, je prendrai d'autres personnes. Donc c'est accepter aussi que tu laisses des gens dehors et que c'est une bonne chose en fait. Et ce que j'aime bien dans ton programme, c'est que justement, il y a toute une partie autour de l'ingénierie du kiff. Parce que dans un programme impactant, transformationnel, et souvent ce qui est oublié, c'est d'aller voir quels sont les obstacles des clients qui justement les empêchent sur leur parcours de transformation à aller d'un point A à un point B. Et du coup, avec cette partie, bah, justement, c'est là où on se découvre au travers du kiff et on va aussi voir qu'est-ce qui nous bloque réellement, les endroits où on s'autorise pas finalement à aller vers le kiff. Et je trouve que c'est effectivement super intéressant dans la communauté, dans le programme. On va ramener le kiff, du coup, les freins autour du kiff sur les programmes. Où est-ce que toi, tu vois le plus le kiff disparaître dans les programmes? Est-ce qu'il y a des signaux faibles ou quelque chose justement qui pourrait alerter le formateur, le coach, le mentor lorsqu'il est en train de créer et de faciliter son programme? Pour moi, c'est une balance par rapport au flow. Le flow, c'est le juste milieu entre c'est excitant et c'est difficile. Mm. C'est plaisant et c'est difficile. La question, c'est quand ton programme il devient trop difficile dans les choses à faire, par exemple, si je prends un entrepreneur qui est très débutant, si tout de suite je lui dis tu me fais un tunnel de vente avec upsell, downsell, cross-sell, order bump et tu me fais ça avec une VSL de 25 minutes, il va crise d'épilepsie, il va mourir, il va pas comprendre. Tu vois, donc ça c'est pas possible. Donc l'important pour un programme qui se veut impactant, c'est de savoir, et c'est très difficile à faire, je trouve, pour chaque client quand tu veux vraiment individualiser, c'est de savoir garder un bon état de flow pour chaque client. De Mm. pouvoir, et ça revient à la personnalisation, c'est de pouvoir parler le bon langage à la bonne personne euh, sans le perdre, mais sans non plus lui faire sentir que tu le prends pour un débile. C'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses ton client, la personne qui rentre dans ton écosystème, dans ton programme. Tu dois savoir quel niveau elle a. Est-ce que, par exemple, je prends l'exemple du Make Money, hein, est-ce que tu fais déjà 50 000 euros par mois et je peux te parler d'order bump et de pump sale? Ou est-ce que tu fais 10 euros par mois, tu as vendu une fois une chaussette sur Amazon sans faire exprès et il faut t'expliquer comment fonctionne la psychologie de la vente, ce que ça veut dire le mot closing, etc. etc. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, quand tu perçois une friction, que tu vois que tes clients, ils décrochent tous à peu près au même endroit, moi, dans mon cas, les entrepreneurs du kiff, c'est quand on commence à parler de créer une offre. Là, tout le monde commence à parler chinois. Ah, mais en fait, créer une offre, finalement, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas comment la vendre, je ne suis pas visible, j'ai ceci, j'ai cela. Et il y a plein d'échappatoires possibles. Donc, moi, mon travail, c'est de trouver les échappatoires et de les colmater, de dire non, il faut passer par l'étape de créer une offre. Ensuite, c'est d'accompagner au mieux possible la création de cette offre, d'essayer de rendre ça facile. Et a fortiori,
de voir quelles ressources tu peux créer en plus pour tes clients au fur et à mesure des besoins qui émergent en fait. Exemple très simple avec le bouquin que j'ai créé, que tu as dû connaître, il y avait Delphine et Rémi à un moment donné chez les Oui. entrepreneurs du kiff. Eux, ils débutaient. Ils étaient vraiment en tout début. Et quand j'ai commencé à parler d'upsell, elle m'a envoyé un message, Delphine, elle me fait ah, putain, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre, ça veut dire quoi et tout. Je lui dis upsell, c'est une vente additionnelle qui est proposée juste après la vente de base. Ah, mais une vente de base, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas et tout. Mais un tunnel de vente, j'entends ça partout, ça veut dire quoi? Donc, elle était en panique. Donc je me suis dit, ok, il y a un besoin. Comment je peux répondre à ce besoin? Et le livre que j'ai écrit, qui arrive trop tard parce qu'ils sont plus chez nous, c'est un livre type dictionnaire avec une définition pour chaque mot, business un peu compliqué, où je vais dire voilà, un order bump, voilà ce que ça veut dire. Voilà comment tu le reconnais, voilà comment tu peux le créer, voilà mon conseil d'utilisation. Et en fait, avoir cette écoute client et te dire ok, je perçois une difficulté ici, quel outil est-ce que je peux créer par rapport à ça? Ça te permet d'avoir une offre qui est de mieux en mieux. Scoop sur le futur livre, effectivement. Avoir une offre qui est de mieux en mieux. Et l'idée, c'est voilà, d'être à l'écoute, en fait. Si tu es à l'écoute, que tu personnalises et que tu crées des solutions au fur et à mesure qu'on te demande, ton offre, elle est canon. Là, je vois que voilà, dans les entrepreneurs du kiff, c'est le sujet de beaucoup de personnes dedans. Comment est-ce que je fais à pas trop publier sur les réseaux parce que ça me saoule de devoir être régulé, etc. Ok, je vous apprends à créer un site qui vous apporte du trafic automatiquement. Ça prendra du temps, mais c'est une solution qui existe, qui fonctionne, que j'ai validée personnellement. Donc, je vous la partage, etc., etc. Et toi, en tant que créateur, ces solutions complémentaires, tu peux les vendre à l'unité, tu peux les vendre en bonus, tu peux les proposer sur des petits lancements si tu as envie de rentrer du cash. Et tout le monde est gagnant, en fait. Tout le monde est gagnant. Donc, l'idée, c'est de rester dans une dynamique d'écoute créative. On va dire ça comme ça. Et tu y arrives très, très bien, du coup, parce que et dans ce que tu dis, ce que je trouve très intéressant, ce qui n'est pas facile à faire, mais c'est ce qui va faire la différence justement au niveau d'impact, c'est d'arriver quelque part à cartographier le parcours émotionnel que va vivre chacun de nos clients en fonction de la finalité de notre programme. Et en fonction de ce parcours émotionnel, comme il existe une courbe du deuil, hein, c'est la même chose, mais effectivement appliqué à son programme. Alors, soit parce qu'on a des retours clients, et aussi peut-être qu'il existe des études en fonction de ce que l'on propose, mais effectivement, il y a un parcours émotionnel en parallèle qui est vécu par l'entrepreneur et la capacité justement d'aller voir toutes ces zones de friction, et je cite les mots que tu utilises et c'est les mots qu'on utilise aussi dans les startups, ces zones de friction où justement les moments où le client peut perdre pied, peut décrocher, peut arrêter de s'engager, peut perdre espoir ou peut effectivement trouver ça plus difficile. Savoir repérer ces moments pour justement arriver avec une ressource, comme tu le dis, ou arriver peut-être, c'est juste un mail de relance, c'est peut-être juste un petit message en message privé, c'est peut-être un PDF qui arrive à ce moment-là, c'est peut-être un audio, une vidéo ou un module qui est rajouté sur le parcours. Mais effectivement, je trouve que c'est hyper intéressant de le citer et ça demande une vraie capacité, comme tu le dis, d'écoute et de pouvoir réagir, une flexibilité. Parce que ce que j'observe parfois chez les formateurs, c'est qu'on est très focalisé sur toute la partie ingénierie pédagogique. On fait des super systèmes et parfois, justement, on est complètement déconnecté de ce que vit finalement le client en direct. Donc, moi, je vois dans les clients, c'est vrai qu'on a ceux qui sont très ingénierie, très rigides, alors très structurés, très process, mais qui manquent justement de cette flexibilité et d'adaptation au public, de cette capacité à faire évoluer certaines choses au fur et à mesure de ce qui peut se passer en fonction du public. Et puis, d'un autre côté, on a un public aussi qui peut être très intuitif, alors pour le coup, qui manque de structure,
mais qui arrive à avancer avec son public, à sentir quand le public décroche, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. L'idée, hein, c'est toujours la voie du milieu. Moi, que j'appelle la voie de l'alchimie de la formation, c'est effectivement comment réussir à créer une structure tout en ayant cette flexibilité pour pouvoir réagir en fonction de comment tel public dans tel moment, puisque ça va dépendre du public que l'on va avoir, des gens que l'on va avoir, des programmes que l'on va avoir, mais comment on peut derrière effectivement réagir et pouvoir les soutenir au mieux pour qu'ils puissent continuer à avancer sur leur parcours de transformation. Si tu veux réagir à ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense qu'effectivement, il y a deux types d'entrepreneurs. Tu as ceux qui mettent le focus sur l'humain et tu as ceux qui mettent le focus sur la procédure. Et moi, pour moi, c'est. Tu prends un médecin, tu as celui qui veut faire l'opération à cœur ouvert parfaite, mais si le patient il n'a pas besoin de cette opération, malheureusement, les entrepreneurs ils se comportent comme le médecin qui l'a fait quand même, tu vois, et tu mets en danger ton client comme ça. Alors que inversement, si tu te mets en mode, voilà, moi je pense à l'humain, l'humain il n'a pas besoin de cette opération à cœur ouvert, du coup je pars sur autre chose, sur juste une prescription de Doliprane, tu fais ça. L'idée c'est voilà, c'est vraiment être à l'écoute de ce qu'on te demande. C'est une base du marketing, mais en fait, vu que c'est facile de faire de l'argent sur Internet, on s'est dit, peut-être par confort ou par facilité, qu'on pouvait négliger ça. Mais là, pour moi, il y a un peu une période de rattrapage où les gens qui ont fait de la merde, ils commencent à se faire remonter un peu les bretelles parce que les humains, alors quand je dis humains, je suis un peu large, mais les consommateurs et les clients des offres que toi et moi on peut vendre, ou même voilà, les concurrents, ce que tu veux, le niveau de discernement moyen, il augmente. C'est de moins en moins simple d'être pris pour un con, ou alors on se fait prendre pour un con d'une autre manière avec les IA, avec ces choses-là, on pourra revenir dessus. Mais ouais, c'est une question de priorité en fait. Est-ce que tu es complètement coincé sur les procédures? Est-ce que tu es complètement coincé sur l'humain? Ce qui n'est pas forcément qu'une bonne chose. Et comment tu peux, voilà, la voie de l'alchimie, comme tu dis, c'est savoir prendre le meilleur des deux mondes et faire un truc à ta sauce, quoi. Yes. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de créer un programme qui ne te faisait pas kiffer et Oui. qu'est-ce que finalement ça a créé derrière? Oui, ça m'est déjà arrivé. À mes débuts, hein, j'étais comme tout le monde, hein. Je veux faire de l'argent, je pensais qu'à l'argent. Les clients, bon, je vais les servir, mais moi, je veux l'argent, l'argent, l'argent. C'était ma priorité mentale, en voulant bien faire mon travail, hein. Mais en fait, c'était ma deuxième priorité. La vraie priorité, c'était faire de la thune. Et du coup, ça s'est mal vendu, ce qui est totalement normal parce que j'étais pas dans le plaisir, j'étais pas dans les bonnes intentions. Et ouais, du coup, ça m'est arrivé. Ouais. Mais je pense pour tout le monde. En vrai, tu es obligé pour moi, dans un processus créatif, de d'abord faire de la merde pour ensuite reconnaître que ce que tu as fait, c'est stylé. Mais tu es obligé d'avoir fait du caca avant. Tu vois, pour moi, c'est fondamental de faire des erreurs. Tu peux pas dire je fais une masterclass dès le premier truc. C'est pas possible. Tu es obligé de faire n'importe quoi d'abord. Peut-être que aussi, parmi ceux qui nous écoutent ou qui vont écouter, il y en a certains qui se disent ok, je me rends compte qu'effectivement, je ne kiffe plus le programme que j'ai créé, ou je m'ennuie, je sens que mon énergie chute. Comment finalement on détecte ce manque de kiff chez soi? Alors ça, c'est très personnel, dans le sens, c'est très, très individuel plutôt, chacun a un peu sa manière de faire. Mais je pense que le premier truc à explorer déjà, c'est au niveau dopamine. Est-ce que c'est un manque de dopamine et tu as besoin juste de plus de stimulation? Est-ce que le modèle de ton programme, il est suffisamment flexible pour amener la nouveauté dont tu as besoin? Parce que l'humain a besoin pardon, quand même de nouveauté. Donc là, ça peut être une question de modèle, hein, un modèle systémique. Et après, c'est aussi dans ta vie, parce que tout est lié, hein, dans ta vie personnelle. Est-ce que tu t'amuses dans ta vie personnelle? Est-ce que tu es stimulé par ta propre existence? Est-ce que tu fais des trucs stylés? Est-ce que tu te sens stylé dans ta vie? Est-ce que tu fais des trucs cool? Ou est-ce que tu t'emmerdes globalement et forcément, ça dégueule un peu sur le business? Donc là, c'est une question à se poser, qui est très, très personnelle. Et pour ceux qui ne savent pas, moi, c'est mon travail de voir des gens qui s'emmerdent fondamentalement. Donc, venez me voir, j'ai envie de dire.
juste pour aller plus loin, toujours sur cette question de l'anti-kiff, ce serait quoi pour toi si tu avais à choisir un anti-kiff, mais vraiment ultime dans un accompagnement, un programme, c'est vraiment, tu vois, le truc qui ferait fuir direct. Ce serait quoi? Du point de vue créateur ou du point de vue client qui achète? Ah bah ça peut être intéressant de voir les deux. Ok. Alors, d'un point de vue créateur, je redirais encore comme tout à l'heure, c'est faire un truc qui te ressemble pas. Pour moi, c'est la définition de l'anti-kiff, c'est faire des choses qui ne ressemblent pas pour moi. Euh, Après, d'un point de vue consommateur et client, c'est l'anti-kiff, c'est alors ça vient plus d'un mécanisme de discernement qu'on peut avoir, c'est de te poser la question de l'intention derrière la page de vente, derrière l'argumentaire qu'on te fait. Euh, Si tu m'amènes sur une page de vente pour juste capturer mon email, me bombarder de publicité et me proposer une offre de merde à 2 000 €, anti-kiff. On est en plein dedans. Par contre, si tu me parles comme un humain normal, sur la page de vente, tu me tutoies, on est potes, il y a de la proximité, il y a de la chaleur, ok, là, on va pouvoir commencer à discuter, je vais m'intéresser déjà beaucoup plus. Donc, je pense que c'est une question de... L'anti-kiff, pour moi, c'est un peu un autre mot pour parler de la froideur. Est-ce qu'il y a beaucoup de distance avec ce que j'achète ou est-ce que je me sens proche de ce que j'achète? Est-ce que je prends du plaisir à payer? Est-ce que quand je vois moins 500, moins 1000, moins 5 000 € sur mon compte, je me dis, je suis content, j'ai acheté un truc cool, tu vois, ou pas. Et du coup, ce que je fais, c'est que pour avoir ce discernement-là, bah, je compare avec les achats qui m'ont amené le plus de kiff. Là, alors c'est très marrant. Aujourd'hui, ça fait 5 ans pile poil, au jour près, que j'ai reçu ma Play 5. Quand elle est sortie, je l'ai achetée. J'étais trop content. Des fois, je pense à ça, je me dis, mais quand j'ai vu le moins 500 € sur mon compte, pour moi, ça signifiait pas j'ai perdu 500 €. Ça signifiait dans 3 jours, je reçois un colis, ça va être le meilleur de ma vie, je vais être trop content. Si j'ai pas cette sensation quand je fais un achat chez un entrepreneur, je suis peut-être en train de faire une connerie. Et c'est ça que je vise en fait. Quand j'achète, je vais être excité par l'achat plus que gêné par l'argent qui est sorti. C'est ma balance en fait. C'est ma balance. J'aime beaucoup ce que tu dis, excité par l'achat plus que par l'argent, effectivement, je viens de débourser. Une autre question, ce serait qu'est-ce qui, selon toi, bloque le plus parmi tous les entrepreneurs que tu as pu accompagner avant les entrepreneurs du kiff et depuis les entrepreneurs du kiff. Qu'est-ce qui, selon toi, bloque le plus le plaisir chez les entrepreneurs? Est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que c'est la peur du manque? Est-ce que c'est voilà, le fait de croire qu'il faut être sérieux et professionnel? Est-ce que c'est autre chose? C'est autre chose et c'est très très simple. C'est le fait de passer trop de temps dans ta tête. Pour moi, c'est le seul truc. C'est quand tu es en train d'agir. Oups, là, c'est l'alarme pour le live du kiff dans 30 minutes. En fait, pour moi, le grand blocage des entrepreneurs qui n'arrivent pas à décoller ou quoi, c'est qu'ils passent trop de temps dans leur tronche et pas assez à faire des trucs. Même si ce qu'ils font, c'est inutile ou quoi que ce soit. Mais le fait d'être dans l'action, ça t'enlève la possibilité d'être dans ta tête. Si tu es en train de préparer ton site, il peut être dégueu ton site, il peut ressembler à rien. Mais si tu es en train de le préparer, bah, tu es en train de penser à il faut que je clique ici, il faut que je mette telle couleur, il faut que je mette un bouton là, et si je faisais une photo ici, etc. etc. Et tu es dans l'action. Donc, tu n'as pas cet espace mental que la cogitation a besoin. Dont la cogitation a besoin plutôt. Donc, en fait, ouais, j'ai envie de dire, un entrepreneur qui se sent bloqué, fait des trucs. Et quand tu sais, et là, la réponse que j'ai très souvent quand je dis ça, c'est ouais, mais je fais quoi? Bah, tu fais un truc qui t'appelle. Qu'est-ce qui t'appelle aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de faire un post? Oui, non. Est-ce que tu as envie de créer ton site internet? Oui, non. Est-ce que tu as envie de rien faire? Tu sors, tu vas te promener un petit peu dans la forêt, tu reviens. Est-ce que tu as envie d'écouter de la musique et danser tout nu dans ton salon? Oui, vas-y, très bien. Et en fait, c'est ça, c'est aussi bête que ça. C'est juste, tu reviens à l'écoute de toi. Tu recommences à t'écouter. C'est un truc qu'on a tous oublié de faire. C'est reviens à l'écoute personnelle. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et juste fais-le. Et il n'y a pas besoin que ce que tu fais, ça soit efficace, utile, ou peu importe ce que c'est. Juste fais quelque chose. Et ça va te mettre dans une dynamique où tu es proactif. Et un entrepreneur a besoin de proactivité pour avancer. Donc, pour moi, c'est ça le petit secret, si c'est un cachet. Ça.
Pas tellement Alors, passer de ça. sur ce secret justement de l'écoute personnelle, c'est vrai que c'est pas toujours simple de jongler entre qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui sonne juste dans le moment présent et finalement ce qui est déjà planifié sur ma to-do list, plus les routines quotidiennes, hebdomadaires, etc. C'est vrai que c'est pas toujours quelque chose qui, en tout cas pour moi, qui est facile à faire la part des choses. Qu'est-ce que tu aurais à me répondre par rapport à ça? Déjà, de ne pas avoir de to-do list. Ça, pour moi, c'est la base. Moi, à un moment donné, j'avais testé un truc, c'était la to-don't list. Tu listais tout ce que tu faisais pas, en fait. Je vais pas me taper 5 posts par semaine. Je vais pas me taper un lancement tous les mois. Je vais pas me taper tel truc, tel truc. Et putain, ça fait du bien. Oh là là. Et pour rigoler, je disais à ma chérie, regarde tout ce que j'ai pas à faire aujourd'hui. Elle me dit, ah ouais, t'es chargé là, tu vois. Et en fait, c'est trop bien. Donc ça, déjà, c'est une première chose, c'est pas de to-do list. The One Thing, je crois que c'est Gary Keller. Oui, c'est ça. Un seul truc. Un seul truc, un seul truc, un seul truc. Et to be list, comme tu l'as si bien mentionné. Qu'est-ce que tu dois être aujourd'hui? Parce que qu'est-ce que tu dois faire? Et j'ai même envie de te dire, pas qu'est-ce que tu dois, mais qu'est-ce que tu as envie d'être aujourd'hui? Est-ce que tu as envie d'être un chômeur qui glande? Oui, ok, vas-y. Assume, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as envie d'être un entrepreneur matrixé par son entreprise qui bosse 14 heures dans la journée? Vas-y aussi, si tu as envie. Juste, il faut que tu sois sincère avec toi-même et que tu dises, bon, bah, je vais peut-être me casser un peu le cerveau, mais je l'ai choisi et je le fais en connaissance de cause. Et demain, je me reposerai et la semaine prochaine, je le referai si j'ai envie. Et c'est ça la question, c'est, tu as envie d'être qui? Tu as envie de faire quoi? Et qu'est-ce que tu peux remplacer en termes de besoins par des envies? Comment tu peux dire moins souvent j'ai besoin d'eux et dire plutôt j'ai envie d'eux? Tu prends n'importe quelle partie du business, tu as besoin de faire tes déclarations à l'URSSAF. Ok, tu as envie de faire comment tes déclarations à l'URSSAF? Ah bah moi j'ai envie de juste qu'un mec les fasse pour moi et je le paye et on n'en parle plus. Voilà, bah moi c'est comme ça que j'ai raisonné. Aujourd'hui, ça fait des années que je fais plus mes déclarations parce qu'on s'en occupe pour moi. Que l'URSSAF ne me tombe pas dessus parce que j'ai dit je fais pas de déclaration. On les fait pour moi. Soyons d'accord. Donc voilà, c'est ça le truc en fait. C'est raisonner en termes de désir et pas forcément en termes de besoin. J'ai besoin d'argent. Ok, tu as envie de le faire comment l'argent? Bah, j'ai envie de le faire avec de l'attraction. Ok, comment tu as envie de faire cette attraction? Bah, j'ai envie de juste raconter ma life sur Facebook et faire des posts ou voilà, je fais un post, je suis allé manger une crème brûlée dans un resto, ça m'a inspiré, j'en parle et ça m'attire des clients. Ok, comment j'ai envie de faire en sorte que ça marche? Et en fait, quand tu fais tout avec j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, déjà tu te rends compte que bizarrement, il y a de moins en moins de besoins. C'est tout bête. Il y en aura quand même, mais ils sont beaucoup, ils sont bien amoindris. Et après, bah, tu fais les choses tu te connectes au kiff en fait. Tu te connectes au kiff. Ok, donc comment j'ai envie d'être et comment j'ai envie de faire les choses. On va aller même plus loin parce que du coup, là, on va passer à la partie sur comment justement remettre du kiff dans son programme pour créer cet impact. Imaginons un formateur, une formatrice qui se rend compte que son programme finalement manque de kiff. Ce serait quoi les micro-ajustements, sans avoir à tout refaire, mais les micro-ajustements qu'il ou elle pourrait faire demain ou dès aujourd'hui pour augmenter son impact à travers le plaisir, le kiff? Alors, est-ce qu'on parle du coup du kiff du créateur ou est-ce qu'on parle du kiff des clients dans son programme? C'est où que ça manque de kiff? Ça peut manquer aux deux niveaux, on est d'accord. Ouais, Donc, ouais. on peut peut-être commencer par le kiff du créateur. Quel micro-ajustement pour elle pour remettre du kiff dans ce qu'elle fait? Et puis après aussi, comment remettre du kiff pour des clients qui feraient pas le programme? Ok. Bah, en fait, l'exo, il est assez simple. C'est tu prends ton programme, tu le notes sur 10 en termes de kiff. Ok, je suis par exemple à 7 sur 10. C'est cool, je suis content, mais je sens qu'il y a quand même un petit manque et c'est pas au top. Ok. Et ensuite, tu prends tous les petits détails qui composent ton offre et tu les évalues. Est-ce que le prix, je suis à 10 sur 10? Ouais, le prix c'est bon, je suis à, je sais pas, 1000 euros, ça me va très bien. Est-ce que les clients qui sont dans le programme, c'est du kiff? Ouais, 90% d'entre eux, mais il y en a un, il me prend un peu la tête. Ok, comment est-ce que je peux le faire sortir? Parce que il me saoule et puis voilà.
Ensuite, tu regardes la page de vente. Est-ce que la page de vente, elle te plaît? Est-ce que tu t'achèterais toi-même ton produit? Est-ce que elle te fait kiffer ta page de vente? Ouais, ça va, me plaît bien, 10 sur 10, c'est bon. Est-ce que, par exemple, l'angle des contenus qui en parle, c'est un angle qui tu es content d'en parler? Ou est-ce que c'est un angle tu t'en bats les couilles? Et en fait, tu fais chaque petit détail comme ça, jusqu'à ce que ton offre, sa moyenne globale, elle monte à 10, tu vois, et que tu te dises, c'est bon, je suis à 100% d'excitation par rapport à mon offre. Et tu as, ça tu connais, d'un côté l'excitation et de l'autre la confiance. Est-ce que ton offre donne confiance? Ça, on n'y pense pas forcément, mais tu peux avoir une offre extrêmement excitante, et ça, je le vois partout. Et généralement, je calme mes clients comme ça aussi. Ils me disent, voilà, j'ai une super idée, je vais lancer une immersion à 25 000 € la place dans un palace que je vais privatiser pendant 40 jours et il y aura 50 entrepreneurs à succès, etc. Je dis, ok, c'est très excitant. Tu te sens en confiance comment pour vendre une place à un truc comme ça? Ouais, je suis à 1 ou 2 sur 10. Sur un coup de chance, peut-être ça passe. Et après, tu vois que ok, c'est ça qu'il faut ajuster. Peut-être que le prix il est un peu trop haut, peut-être que la vision est un peu trop grande, peut-être que l'ambition elle est un petit peu démesurée. Et tu ajustes au fur et à mesure. Et après, tu vois ce qui fait que ton kiff il est pas 10 sur 10. Ça peut être juste le titre, ça peut être le sous-titre, ça peut être la promesse, ça peut être les clients qui sont dedans, ça peut être le pricing, ça peut être les réseaux sur lesquels tu communiques, ça peut être le format, ça peut être le contenu de ton programme, ça peut être les intervenants, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. Donc c'est juste, tu te poses, tu prends une feuille blanche, tu fais ton petit audit personnel, et généralement ça va très vite parce que tu sais au fond de toi ce qui te fait chier dans ton programme. Tu sais que la vidéo 4 du module 3, tu l'as faite, il manquait un petit peu de sérieux. Tu vois, tu as un peu merdé, tu sens que le montage il est un peu bancal et tout, tu as envie de l'enlever. Tu sens que ce client, ça fait 2 semaines qu'il te casse un peu les couilles, il ne te paye plus, tu as envie de le sortir parce que ça te prend de l'espace mental. Et ton offre, après, elle s'optimise. Et tu remontes à 10 sur 10 sans trop de problème. Après, il faut juste savoir s'écouter et après, il faut aussi savoir agir en fonction de ce que tu vas faire émerger, quoi. Donc là, on était vraiment sur le kiff du créateur. Et maintenant, comment justement créer du kiff? Alors peut-être qu'on peut prendre l'exemple des entrepreneurs du kiff, qui a un membership. Du coup, ce serait quoi le secret pour créer une communauté qui reste engagée, qui kiffe? Quels sont les leviers que toi, tu utilises? Je prends du plaisir et j'essaye de signer des clients qui me ressemblent. Donc mathématiquement, ils prendront du plaisir. Pas tous, hein, mais pour l'instant, j'ai pas un client qui m'a dit on s'emmerde, tu vois. Peut-être que c'est le cas, ça je sais pas, je vais pas faire le mec. Mais je crois que tout le monde s'amuse bien. Je crois que les conversations sont cool. Moi, tous les jeudis midi, donc bientôt, il faudra faire gaffe. Oui. Tous les jeudis midi avec mes clients, je fais attention à ce qu'il y ait vraiment une bonne ambiance. Quand il y a quelqu'un qui va moins bien, on redescend un petit peu le niveau, on se pose, on discute, on prend le temps qu'il faut. Je suis respectueux du temps aussi. Si je vois qu'on dépasse, à chaque fois, je demande, les gars, est-ce que vous êtes OK de dépasser de 10, 15, 20 minutes pour tel client qui a besoin de tel truc? Voilà. Je prends le temps pour tout le monde. J'essaye de laisser personne de côté. J'essaye de créer ce que moi j'aurais aimé avoir dans des programmes qui m'ont moins plu que j'ai fait peut-être avant. Et puis voilà, je profite des erreurs des autres en fait. Je vois qui a fait de la merde, je vois pourquoi ils ont fait de la merde. Je vois ce qui attire les gens chez moi aussi après avoir fait ces programmes-là. Et ils me disent voilà, avec toi, on s'amuse bien, c'est chaleureux, c'est rigolo, tu es présent, tu réponds. Ok, bon, je capitalise sur ça. Si c'est ça qu'on me dit que je fais bien, je continue à le faire bien. Et puis voilà. C'est bien, tu capitalises, tu amplifies effectivement en fonction des retours que tu as. Donc, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a un système aussi de retour. Parce que parfois, dans des programmes, il n'y a pas forcément de système de retour ou de feedback qui permettent derrière de réajuster, d'amplifier, de remédier, d'améliorer, etc. Donc, ça, je trouve que c'est quelque chose de bien. Alors, moi, je peux aussi donner mon avis puisque je suis cliente chez toi et finalement, ça aurait peut-être plus à moi de répondre. C'est vrai, c'est vrai. Moi, effectivement, ce qui me plaît dans la communauté, c'est... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, toi, très clairement, le fait qu'on voit que tu es vraiment dans le kiff et du coup, c'est une énergie que tu apportes lorsque l'on fait des lives, lorsqu'on te regarde en vidéo, dans les vidéos du programme. Donc, ça, c'est déjà une première chose, c'est de savoir... tu sais, instaurer ce climat finalement de famille, de potes, de confiance
d'entraide aussi. Et ça, c'est aussi une vraie compétence de savoir faire ça. Alors pour certains, c'est peut-être pas une ambiance de famille qu'on veut créer, mais en tout cas, tu as su instaurer l'ambiance que toi, tu voulais avoir dans ta communauté. Et je trouve que ça, c'est super parce qu'effectivement, on voit que dans la communauté des entrepreneurs du kiff, c'est mon retour et c'est mon avis, les gens qui y sont, on est effectivement dans une même dynamique, dans une même énergie de sympathie, convivialité, d'entraide, d'écoute, de respect. Et si c'est comme ça, c'est parce que toi, tu as su aussi en tant que community builder l'instiller dans la communauté. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement tu as su aussi trouver des outils qui te permettent les outils ne restent que des leviers, évidemment. La première chose, ça reste la présence du formateur, du mentor, du coach. Mais effectivement, derrière, il y a des leviers qui peuvent être aussi actionnés. La gamification, donc la plateforme qui te permet aussi de gamifier, la manière dont sont construits les différents modules de formation aussi, la manière dont on peut interagir en direct avec toi. Et ça, je trouve que c'est super parce qu'il y a une réelle accessibilité. Tu en parlais au tout début du live, l'accessibilité des jeux vidéo. Là, effectivement, tu as su reproduire ce que toi, tu connais très bien dans le milieu des jeux vidéo dans le membership. Donc ça, effectivement, je trouve que voilà, ce sont ces éléments-là. Et puis, effectivement, ramener systématiquement le kiff. Donc début de live, c'est quoi ton niveau de kiff, quel a été ton dernier kiff, la roue du kiff à la fin du live, et puis pendant, ramener, effectivement, c'est toi qui nous ramène parce que effectivement, on a un certain nombre d'automatismes qui font que parfois on peut s'éloigner de notre kiff sans s'en rendre compte. Et justement, Mister Kiff est justement là pour nous le rappeler au fur et à mesure. Après, il y a aussi la notion de show don't tell aussi. C'est arrêter de donner les poncifs, mais de montrer les poncifs aussi que tu as envie de transmettre. Tu parlais de cet esprit de famille. Moi, c'est trop important de pouvoir rigoler avec mes clients. Et c'est pour ça, des fois, même en live, je peux vous vanner, je peux vous raconter des blagues, des anecdotes qui n'ont rien à voir avec le business. Parce que moi, j'ai pas envie de vous appeler mes clients. Alors, factuellement, je vous fais des factures, vous êtes mes clients. Mais moi, je veux avoir des potes, en fait. Et c'est une vraie intention, c'est d'avoir des potes. Je sais que je peux pas avoir 10 000 potes en même temps. Donc, c'est pour ça que dans du kiff, je remplis pas par dizaines de palettes de clients. J'y vais petit à petit. Et puis voilà, c'est aussi l'intention d'avoir un environnement. Je suis le premier client, en fait, de ça. C'est-à-dire que je suis gagnant dans plein d'aspects. Je veux dire, tous les jeudis, je retrouve mes copains. Je peux discuter avec eux. Je vais parler de business. Moi, ça me maintient aussi dans une dynamique d'entrepreneuriat parce que sinon, je peux juste oublier, aller sur la play et on n'en parle plus. Donc, ouais, il y a ce côté aborder, en fait, tu t'en parlais très bien, le mot climat. Le mot climat, je le trouve très intéressant. C'est vrai, c'est quelle météo tu veux amener, en fait. Est-ce que c'est un nuageux un peu corpo ou est-ce que c'est un grand soleil où tout le monde en rigole et c'est la fête, tu vois. Ouais. C'est effectivement l'énergie que tu veux distiller dans ton membership. Et puis, il y a autre chose que tu sais aussi super bien faire, c'est effectivement, dès qu'il y a des besoins particuliers qui émergent, hop, une vidéo, un programme qui arrive, quelque chose qui vient nous débloquer au fur et à mesure. Et c'est cette réactivité aussi pour répondre quelque part aussi à nos besoins au fur et à mesure de notre parcours de transformation. Et ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment exceptionnel et c'est ce qui fait que ça devient aussi impactant. Trop bien. C'est bon à entendre, c'est très très bon à entendre. Alors, Baptiste, on va arriver sur la fin. Peut-être ton mot de la fin, c'est quoi le truc qui t'a fait le plus vibrer pendant ce live? Est-ce que tu as un message à laisser aux personnes qui nous suivent ou qui vont réécouter le replay? Aux personnes qui veulent justement impacter à travers leur programme, que ce soit un accompagnement, que ce soit une formation, que ce soit un membership, tu leur dirais quoi? Je peux leur donner un petit jeu. On peut finir sur un petit jeu. Ce serait de lancer leur prochaine offre à partir 100% du kiff. Peu importe ce que c'est l'offre, lancez un petit truc. Je vous demande pas de lancer le prochain programme pour faire décoller une fusée chez SpaceX. Lancez un petit truc qui vient strictement de l'enfant en vous. Un truc complètement débile, une offre complètement débile, un modèle de prix complètement débile, ou ce que vous voulez, mais juste pour le plaisir de lancer quelque chose déconnecté de l'envie de faire de l'argent.
faites-le, mais sans vouloir faire des ventes. Faites-le juste pour le plaisir de l'acte, en fait. Comme dirait, comme dirait Arthur dans Camelot, pour le beau geste. Voilà. Faites le beau geste. Testez un truc stylé. Je terminerai sur ça. Amusez-vous et rappelez-vous que votre désir ne se trompe jamais. Et si vous ne l'écoutez pas, il criera toujours plus fort. Donc écoutez-le dès le début, c'est plus simple, ça fait moins mal aux oreilles. Voilà pour ça. Et puis, merci aussi Nadège pour la belle énergie, pour le beau live. C'était vraiment cool. Ça m'a fait bien plaisir de parler de tout ça. Et puis, petit appel à l'action aussi. Allez voir ce que fait Nadège comme travail, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à apprendre de toi, Nadège, par rapport à ce que tu as apporté sur la pédagogie, ce que tu as apporté sur du coup, tout ce qui est la rétention, la qualité d'un espace membre pour les clients. Il y a trop besoin de bonnes formations sur le marché. Donc voilà, faut aller voir Nadège, je pense. Donc n'hésitez vraiment pas à aller à la contacter. Et puis voilà. Voilà pour l'instant pub et tu n'oublieras pas de me faire un petit chèque. Merci Baptiste pour ce petit mot. Juste pour terminer, du coup, moi aussi, je vous invite à aller voir les entrepreneurs du kiff. Je te fais le retour. Allez voir ce que propose Baptiste, qui a une super landing page avec une vidéo qui présente justement ce que vous allez y trouver à l'intérieur. On en a parlé durant ce live, mais n'hésitez pas à aller aussi le contacter en message privé. Si vous avez besoin de mon retour, n'hésitez pas aussi à me contacter en message privé par rapport à ça. Moi, vraiment, ce que je retiens par rapport à ce live, c'est que l'impact, ça va effectivement beaucoup dépendre de l'énergie dans laquelle est le formateur, le coach, le créateur de programme, etc. Au moment où il crée et au moment où il facilite, il délivre son programme. Et voilà, si on veut un programme qui impacte réellement, qui transforme réellement, ça commence aussi par sa propre énergie et son plaisir, le plaisir que l'on a quand on crée et facilite un programme. Je te remercie Baptiste et je te remercie aussi beaucoup pour le scoop concernant ton livre, puisque je crois que c'est la première fois que tu en parles. Tout à fait, tout à fait. Tu as eu une belle exclue là. Voilà, donc on va pouvoir l'annoncer maintenant plus grandement. En tout cas, un grand merci à toi. Merci à ceux qui, effectivement, nous ont suivis, ont posté les commentaires et à ceux qui vont nous regarder plus tard. Et puis, je vous retrouve prochainement dans un deuxième rendez-vous de l'impact. Merci. Au revoir. Merci à toi, Nadège. Ciao tout le monde.